une croyance à laquelle j'adhère Mhm. euh, et que je ne saurais pas démontrer, et je Mhm. défie quiconque de me démontrer le contraire. Au commencement était le Verbe. Et Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans l'enseignement, dans la formation. C'est que je crois dans la vertu au sens antique du terme de la parole. ouais. Et le mystère aussi, le mystère du Verbe. Le mystère du Verbe. Et il y a une phrase de René Daumal, tu sais, je ne sais pas si tu Oui, connais cet auteur tout du à début fait. du 20 qui dans un... Ah, peut-être que c'était dans un poème, mais cette phrase, je la trouve très belle. Chaque fois que l'aube paraît, le mystère est là, tout entier. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de retrouver un vieil ami, David Jarousseau, qui vient de publier le 24 mai 2024 S'armer de rhétorique, livre extraordinaire dont j'ai déjà eu l'occasion de faire une petite fiche de lecture. Je le mettrai dans les liens. David, bonjour. Bonjour Olivier, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Écoute, je pense que ça fait plus de 15 ans. Ça Ouais. faisait plus de 15 ans qu'on ne s'était pas vu. En tout cas, toi, tu n'as J'espère pas un changé. petit bout que nous avions fait ensemble, mais on ne s'était pas vu physiquement comme nous l'avons pu le faire il y a quelques semaines. C'est vrai, c'est vrai. Donc, depuis, tu as un beau parcours, tu as accompli plein de choses. Tu es, comme on dirait bien chez nous, à ton propre compte. Absolument. Certains diraient Mais, solopreneur, même si le terme est assez vilain et plein d'orgueil, mais nous en reparlerons aussi. exactement. Mais donc, tu es passé par l'éducation nationale. Tu as été approuvé. Absolument, T'as- j'ai fait une année comme professeur véritablement. ouais, d'accord. Dans un lycée dans le 14e arrondissement. Une très belle expérience, hein, ceci étant dit, mais ça m'a donné envie de faire autre chose, ou plutôt Ouais. de réfléchir un peu plus sérieusement à la façon dont je souhaitais former la jeunesse. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai On qu'on va y a, revenir. Ouais, on va on- y revenir. Juste, d'autre part, je voulais mentionner pour les gens qui nous connaissent pas et qui ne te connaissent pas, mais nos liens, c'est que voilà, on s'est rencontrés dans un cadre sportif. Euh, à l'époque, on était des athlètes et, euh, et ça crée des liens. Voilà, on a pratiqué ensemble les arts martiaux. Tu pratiques toujours en quelques mots? Alors, je ne pratique plus en club. Euh, Ouais. Plusieurs raisons, mais la principale, c'est que je suis souvent en déplacement. Je suis Mhm. jamais exactement dans un même lieu. Donc, je ne vais pas alléguer du fait que j'ai un emploi du temps de ministre, même si, bien évidemment, la réalité professionnelle, c'était pas celle que nous avions il y a 20 ans. Je suis souvent en déplacement entre Paris et Nice notamment, mais dans d'autres lieux également. Si bien que d'appartenir à un club, c'est plus possible. Donc, je m'entraîne seul depuis pas mal de temps. Et parfois, j'ai un ami ou deux avec lesquels je m'entraîne, notamment à Mhm. Nice, où là, on fait un peu de sparring à l'ancienne dans un parc, Ouais, voilà, sans matériel aucun, parce que voilà, tout ce qui coûte ouais. gratuit, ça nous convient. Exactement. Ouais, la nature nous donne tout ce qu'il faut pour Exactement. pouvoir nous entraîner tranquille. Et l'autre chose, ce qui est quand même important, parce que je sais qu'il y a des gens qui attachent une grande importance à ça, c'est que tu enseignes à l'école de guerre et à Sciences Po, qui est quand même, pour tout professeur qui se respecte, une véritable consécration. Absolument. C'était vraiment loin d'être de l'ordre de l'imaginable lorsque j'étais dans les années 2007-2008 professeur de français. Je ne m'imaginais pas que 10 ans plus tard, je formerais des officiers de tous les corps d'armée, armée française et puis armée internationale. Tu vois, dans une Mhm. semaine, j'interviendrai à l'école de guerre pour former les officiers internationaux. Et moi, j'aurai tout spécialement les officiers euh, des pays subsahariens, donc Mhm. c'est-à-dire des officiers francophones. Et puis Sciences Po que j'ai pu intégrer en 2019, pas la formation initiale, même si c'est le cas depuis 2 ans, mais Sciences Po Executive Education, c'est-à-dire le pôle formation professionnelle où tu as des élus, des cadres dirigeants, des directeurs d'une façon très générale qui viennent se former bon, à différents programmes proposés par Sciences Po, dont le mien qui c'est tout ce qui a trait à la prise de parole en public, la rhétorique, D'accord, l'influence d'accord. de choses. Oh, bah, super. Moi, je pense qu'on va commencer par ça. Enfin, ce que tu as peut-être pas regardé tous les lives, mais en gros, ça part dans tous les sens.
Et c'est l'objectif. Et je dois quand même avouer que j'ai une petite idée derrière la tête en t'ayant invité, c'est qu'on puisse se revoir de manière régulière pour qu'à l'intérieur des lives d'Olive, il y ait aussi les lives de David, ou qu'on fasse une version de David et Goliath avec David et Olivier. Ouais, Et ouais, Olive et David, Tom, David et Agathe, Goliath Olive avec et Olivier. Tom. Bon, c'est super. Et donc en fait, tu es le prof de français de tous ces gens, de ces officiers, de ces cadres dirigeants qui font Sciences Po exécutive? Alors, professeur de français, c'est plus l'appellation consacrée, c'est vraiment Mhm. formateur en prise de parole en public, ça c'est l'énoncé un peu générique. Et puis après, il y a toujours des variables en fonction des formateurs d'ailleurs. Mon angle, c'est vraiment la rhétorique, c'est-à-dire que mes formations tournent vraiment tout particulièrement autour du discours. Tandis que Mhm. certains formateurs en prise de parole en public sont vraiment sur le non-verbal, sur la posture, sur la Mhm. façon de placer sa voix. Moi, c'est vraiment sur la conduite du discours. Et j'apporte deux outils très particuliers que j'ai développés il y a une dizaine d'années, empiriquement, vraiment dans l'expérience, laborieusement. Deux outils dont Mhm. on reparlerait à l'occasion, mais un outil pour planifier ses discours et ne plus rédiger intégralement un discours avant de faire son allocution. Apprendre à se faire confiance tout en structurant les choses. Et puis un outil d'improvisation, pas un outil d'improvisation théâtrale, mais vraiment une façon de conduire une réflexion sans s'être préparé à la donner. Ouais, bah, non, c'est génial. C'est génial. Et tu les as approchés, comment ça s'est passé? Parce que enfin, moi, j'ai été fonctionnaire avant qu'il m'ait licencié, puisque voilà, c'était quand même ce que j'ai fait au lycée, voilà, est rentré en conflit avec la mise en disponibilité et le détachement. Mais quand j'étais fonctionnaire, je ne sais pas comment j'aurais pu m'y prendre pour démarcher l'école de guerre, démarcher Sciences Po. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un grand accomplissement. Alors, cet accomplissement, il a été rendu possible en ayant déjà quitté l'éducation nationale. J'avais Mhm. monté mon entreprise en 2010. Tu vois, je te disais, Mhm. mon expérience de prof, c'était en 2007-2008. Donc en 2010, j'ai monté mon entreprise et c'est vraiment en 2015, tu vois, 5 ans après, que j'ai eu une première grande opportunité. J'ai eu une recommandation. J'ai une D'accord. recommandation et du coup, ça simplifie énormément les choses. Ouais, Et une ouais, fois ouais. qu'on a dans le CV de formateur, donc de petit entrepreneur, un client comme l'école de guerre, ça ouvre des portes au fur et à mesure. Et ça m'a rendu Ouais. plus crédible. Parce que d'entre 2010 et 2015, bon, bah, il a fallu jouer des coudes, mais ma Mhm. crédibilité était faible puisque j'avais un réseau très limité. Et puis étroitement lié à mon métier d'enseignant, j'avais pas un réseau suffisamment puissant pour pénétrer les grandes écoles. Bien sûr. Et Et c'est 2015 a été l'accélérateur. comment tu parles aux officiers? Est-ce que tu parles aux officiers de manière différente qu'aux chefs d'entreprise? Euh, Toi qui es latiniste, je te dirais ubique similis. Ouais, Ouais, j'ai tendance à rester quand même semblable à moi-même. ouais. Bien sûr, avec les officiers, en particulier, j'ajuste ouais, j'ajuste mon vocabulaire, ne serait-ce qu'en les interpellant, puisque je les appelle par enfin, leurs grades et qualités. Moi, je me refuse au tutoiement à l'école de guerre, même si certains Mhm. formateurs croient D'accord. légitime de le faire. Moi, je tiens à cette distance, à cette habitude, et puis qui n'empêche en rien d'ailleurs à créer des liens solides avec ces gens-là. Parce on a quand même une philosophie commune, je crois. Bien sûr, ah, bien sûr. Ah, et aux États-Unis, en fait, le lien entre l'entreprise et l'armée est beaucoup plus ténu parce que tu vois des personnalités comme Joko Willink. Je ne sais pas si tu connais Joko Willink avec le Non, sport. je ne dis Ce rien. mec est extraordinaire, hein. Il a une voix comme ça de Navy Seals. On dirait Monsieur Sylvestre, mais il est énorme. Et donc lui, il a fait son podcast. Et ensuite, il a écrit des bouquins de motivation. Après, euh, il a monté une compagnie où il fait des bottes. Alors, des bottes en cuir dans le Maine. Après, il a fait ses suppléments et sa poudre. Il a fait ses protéines. Il a fait un thé. Enfin, c'est vraiment, entre guillemets, un entrepreneur, mais aussi c'était un soldat et un leader d'hommes. Donc, euh, donc aux États-Unis, c'est normal, enfin, ça choque pas. Ouais, Mais il y a des passerelles peut-être plus claires entre le monde civil et le monde militaire. ouais. Et toi, les gens, les officiers que tu vois,
c'est des officiers de carrière qui sont là pour, entre guillemets, faire la guerre ou qui ont l'intention après de revenir dans le monde civil? Alors, ce sont des gens qui ont fait la guerre. Ouais, Euh, c'est une génération d'officiers qui l'a connue, puisque, il y a eu cette grande rupture après 89, où on a cru, tu sais, tu entends sûrement souvent parler dans les médias de cette grande tirade selon laquelle, après la chute du mur de Berlin, puis la chute de l'Empire soviétique, enfin, le monde allait pouvoir tirer les dividendes de la paix. Et ouais, au point même d'ailleurs que l'école de guerre a cessé de s'appeler l'école de guerre et qu'elle s'est appelée le Collège interarmé de défense. C'est-à-dire qu'on n'allait d'accord. plus faire la guerre, on allait sécuriser la planète, les zones un peu troublées. Et puis après 2001, les choses se sont modifiées. On a vu qu'il y avait un nouveau point d'inflexion de l'histoire. Et là, pour le coup, l'école de guerre a repris son appellation d'origine. Et les officiers qui ont notre âge ont connu, enfin, ton âge et puis maintenant un peu plus jeunes, ont Hmm. connu le feu dans des Alors, opérations pour les en auditeurs, tout ça, Afrique. 27 ans. Ok, tu vois, bah, oui, tu es tout jeune. On est jeune, on est jeune. Donc, ouais, donc ils ont connu le feu. Ils ont Ils ont connu connu le... le feu, le connaîtront-ils encore? Pas nécessairement, puisque ces officiers à l'école de guerre ont vocation après à intégrer les postes de commandement un peu plus reculés et donc d'occuper des fonctions plus stratégiques. Hmm, Ils ont d'accord. connu le feu, mais je ne dis pas qu'ils ne le reconnaîtront pas après, je ne connais pas vraiment leur suite de carrière, et puis elle est vraiment très différente en fonction des officiers, mais en tout cas, ils l'ont connu. Donc c'est une génération vraiment très différente de leurs aînés. D'accord, ouais. Et les mecs de Sciences Po que tu formes, eux, c'est des cadres d'entreprise qui n'ont aucune envie de devenir militaire. Le sujet n'est pas abordé. En tout cas, le nom de l'école de guerre, ça, pour le coup, ça fait plaisir. Le nom de l'école de guerre leur est souvent connu. Alors que c'était D'accord. une école encore vraiment bon, très élitiste, mais dans le monde militaire, et inconnue du grand Hmm. public. Et le fait est, c'est qu'ils connaissent davantage, en tout cas de réputation, cette école. Et puis juste pour dire, par rapport au civil, il y a quand même cette Ouais. volonté en France de rapprocher le monde civil du monde militaire. Et donc moi, j'ai Ah, fait d'accord. partie en 2019 de la deuxième session d'auditeurs civils de l'école de guerre. Donc des Ah, gens qui ont d'accord. des liens avec la défense, qui peuvent suivre le cursus des officiers. Et d'ailleurs, alors, j'ai pu faire des visites, ce qu'on appelle des embarquements, notamment un embarquement à la Légion étrangère, où je me suis entraîné Oh, légionnaire en piscine. C'était vraiment génial. Vraiment, vraiment c'était génial. bien. Ouais, ouais, ouais. Ce qui Ouais, m'a beaucoup plu, juste pour l'anecdote, c'est qu'il y a eu deux sessions de piscine, notamment d'entraînement. Une piscine chauffée à 60 degrés, enfin vraiment l'eau, c'était vraiment la piscine la plus chaude que j'ai jamais expérimentée. On a fait un premier passage avec des agrès pour apprivoiser l'environnement. Et la deuxième étape, c'était en équipe. Et là, j'ai tout de suite compris l'esprit Légion. C'est vraiment, on arrive tous à bon port, peu importe la performance, puisqu'on était en compétition avec une équipe. Mais c'était vraiment, s'entraidait. ouais, C'était une ouais. expérience, tu vois, j'en ai encore des frissons avec d'y penser. Je me suis dit, mais purée, c'est génial comme formation, quoi. C'est vraiment la formation à la camaraderie, comme ce que tu nous as fait faire d'ailleurs au temps du close Ouais, ouais. combat, avec nos moyens, mais c'était ce que Avec nos nous faisions. moyens, exactement. Ouais, ouais. Non, c'est incroyable ce que tu racontes. C'est l'esprit de corps, en fait. Ouais. C'est l'esprit de corps, la solidarité, ouais, penser d'abord au collectif avant de penser à soi. Enfin, vraiment, on se dissout dans le collectif, mais l'expérience, l'alchimie opère, en tout cas opéré en moi, mais vraiment dès que j'ai commencé à être tracté d'un tunnel par un légionnaire, je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais Hmm. oui, moi j'étais, tu vois, dans Ouais, ma ouais. performance, genre, tiens, je vais gagner. Et vraiment, ça a fait un électrochoc tout de suite. Je me suis dit, mais non, c'est autre chose. Ah ouais, ouais, non, mais moi aussi, j'aurais eu envie de gagner, de montrer à tous ces légionnaires Exactement, je que leur le montrer mec ce qui qu'il lit faut faire aussi. Virgile, le mec qui lit Virgile, il peut aussi doubler. Exactement. Ouais, ouais. Ah non, bah c'est incroyable. Mais cet esprit de corps dans l'entreprise, c'est quand même plus difficile à créer. Parce qu'il y a des raisons, il y a des questions d'argent, je sais pas, non? C'est plus difficile à créer. Moi, n'étant pas un acteur d'entreprise à proprement parler, je n'en suis que spectateur à travers les formations que je peux donner. Euh, moi, je crois en plus que l'esprit de corps, enfin, en tout cas, c'est peut-être dans ma nature et dans la tienne, c'est vraiment par Hmm. le contact, c'est par l'aguerrissement que je trouve que l'on crée du lien vraiment de solidarité. Alors après, les formations que je dispense, et puis d'autres, j'imagine aussi, jouent ce rôle fédérateur. Et c'est vrai que des formations comme celles que je donne, qui sont quand même aussi intenses, la prise de parole, c'est un exercice difficile
pour beaucoup de gens. Je pensais d'ailleurs que c'était vraiment difficile, un exercice difficile pour nous, Français, mais j'ai donné une formation au Maroc avec des gens voilà, qui occupaient des postes à responsabilité dans un grand groupe. Et je me suis rendu compte que non, c'était une épreuve pour bien d'autres cultures. Ouais. Mais en tout cas, une formation comme celle-ci, par analogie, peut permettre aussi de créer des liens par les exercices que je propose, notamment le débat. Tu vois, c'est une forme de conflictualité douce, mais ça crée des liens d'une autre nature. Ouais. Et Mais physiquement, l'armée pour reste toi, singulière. parce que moi, physiquement, c'est dur aussi, au sens même, tu vois, dans la physiologie, lorsque tu prends la parole, enfin, genre, tu as un coup de stress, tu commences à bégayer. Est-ce que c'est ça auquel tu te réfères ou plus aux moyens qu'ils doivent mettre en œuvre pour organiser leur discours ou le Euh, track, tout simplement? Alors, il y a le track qui est vraiment quelque chose d'assez généralisé. Après, dans les entreprises, c'est en fonction des postes qu'on occupe, bien évidemment, il y a cette pression de la hiérarchie qui s'exerce sur notre concentration, notre liberté d'action, mine de rien. Euh, Mm. et c'est ça que je constate dans les formations, c'est que plus la pression, même symbolique, parce qu'en formation, ils sont qu'entre pairs, il n'y a pas la hiérarchie qui est présente, mais la pression qui s'exerce sur eux, même dans les exercices simulés, peut les priver d'une liberté d'expression, d'une liberté d'action, d'une intuition qui fonctionnerait. Et c'est là où la formation a pour objectif de recréer, de retrouver un espace de liberté pour pouvoir être plus convaincant dans les allocutions qu'ils feront en vrai. Ouais. Mais il y a le trac, par nature, voilà, il y a un petit peu de stress lorsqu'on s'adresse à un auditoire, et puis la pression de celui qui nous mandate. Mhm, mhm. Ouais. C'est un petit peu, donc pour en venir à ton livre, c'est un petit peu ce que tu dis dans ton livre. C'est-à-dire, quelque part, la rhétorique nous permet de retrouver une liberté perdue. Oui, et comme tu le dis très bien d'ailleurs, une liberté perdue, puisqu'on a fait ce Mm. choix, on a fait ce choix au 19e siècle de privilégier une pensée scientiste, donc cadrée, rationnelle, rationaliste, bridée, plutôt que la rhétorique qui était pourtant enseignée début du 19e siècle. Rimbaud a fait partie des initiés à cet Bien art. sûr. C'était voilà, un art proposé à certains lycéens, peut-être pas tous, mais on a fait le choix d'une pensée cadrée, une pensée bornée et limitée, Ouais, bah, et ça nous bride énormément. la classe de français, c'était la classe de rhétorique, puis après la classe de philo, même s'ils faisaient peut-être pas beaucoup de rhétorique à proprement parler. Ouais, voilà, je ne pense pas qu'ils faisaient de la rhétorique au sens art oratoire, au sens improvisation. Donc peut-être que nous, au XXIe siècle, on peut développer cet art-là, parce que c'est pour moi un art majeur. Euh, mais ne serait-ce que d'être initié à manipuler ces outils que sont les figures, ce qu'ils faisaient probablement dans les classes de rhétorique, alors que en classe de français, il y a interdiction de s'en servir dans les dissertations et les commentaires. L'élève ne Mm. comprend pas forcément. Surtout l'élève, tu as dû déjà avoir ce genre de profil. Est-ce que tu as déjà eu des profils, tu sens qu'ils aiment la langue, ils aiment le français, et leurs dissertations et leurs commentaires sortent un peu du cadre, parce que Ouais, justement, ils ouais, c'est cherchent des formules élégantes, esthétiques, puissantes. Mais hélas, ça tape à côté parce que la norme éducation nationale, c'est pas celle-ci. ouais, exactement. Ils sont, ouais, comme tu dis, ils sont positivistes, scientistes, rationalistes. Ils veulent. Il y a une vérité du texte, même dans le commentaire composé. Euh, Tu peux pas quand même raconter ce que tu veux sur le texte. Alors que, comme je dis toujours, est-ce que Flaubert, lorsqu'il écrit, je sais pas, c'était à Mégara dans un faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, est-ce qu'il a pensé que 100 ans plus tard, il y aurait des idiots qui viendraient expliquer que, je pense à Roland Barthes, que ce qu'il y a derrière ce texte, c'est exactement ça, l'espèce d'effet de... Bon, c'est... Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On se comprend. Oui, je comprends. Donc, Mais quand je lisais ton livre, ce que je trouvais intéressant, et parce que ça donne beaucoup d'espoir, non seulement pour la raison de la liberté, mais aussi parce que j'ai un peu l'impression qu'on est dans un Moyen Âge, enfin dans un nouveau Moyen Âge, où l'enseignement des lettres classiques a quasiment disparu. Et on me dirait, bah, Olivier, on s'en fout, c'est du latin, du grec, des langues mortes, il n'y a rien à voir. Moi, je vends des médicaments, ça c'est super cool, je te vends des vaccins, ça rapporte des millions. Tu es un abruti avec tes langues anciennes, mais, mais c'est quand même, sur les 2500 ans, plus ou moins, de culture approximative qu'on a, c'est quand même la première fois, depuis le Moyen Âge, enfin, c'est même pas vrai pour le Moyen Âge, c'est quand même la première fois
où ça disparaît vraiment. C'est-à-dire que les élites, les élites qui ont toujours su le latin et le grec, qui ont toujours été imprégnées de cette culture classique, voilà, la première fois qu'ils disent, bon, ça sert à rien. Euh, Au 19e siècle, ils étaient aussi éloignés de nous que nous de Platon. C'est-à-dire la distance, elle n'est pas terrible entre nous et, je sais pas, Napoléon III. Alors, donc, et c'est une des premières fois où nos élites savent plus vraiment de quoi ils parlent ou on ignore totalement le soubassement culturel qui fait notre société. Alors, il y a non seulement ce soubassement culturel, ce berceau auquel nous appartenons, donc il y a quand même une rupture avec notre histoire, parce que nous sommes des Grecs. Euh, et puis l'argument des nouvelles élites selon lequel le latin et le grec ne serviraient à rien ouvre la porte à un relativisme généralisé. C'est-à-dire, Mhm. bah, Ah, si tu en le parles latin et aussi. le grec ne servent à rien, bon, bah, la lecture non plus, la littérature non plus, c'est pas pragmatique. Et c'est en fait tout le problème d'ailleurs, de former exclusivement au pragmatisme, c'est former finalement à une pensée matérialiste de courte vue, c'est nous priver de la vision du sens du temps long. Donc le pragmatisme, c'est bien évidemment une qualité, à condition que ce ne soit pas la seule à être développée. Moi, je ne suis pas pragmatique au quotidien. Il y a des moments où je dois l'être, et il y en a d'autres où, au contraire, j'essaie de redévelopper ma vision, mon sens du temps long. Mhm. Une Mhm. Ah, très une intéressant. lecture du monde. Donc l'enseignement du pragmatisme, c'est enseigner une pensée strictement matérialiste, utilitaire, scientiste finalement. Je pense que les élites, et pas seulement d'ailleurs, si elles ne veulent pas du latin et du grec, eh ben, il faudrait former de force une élite peut-être moins avantagée, mais leur faire comprendre par contre que le latin et le grec ouvrent grand les portes à une pensée plus vaste et de moins courte vue. Mhm. Ouais, bien d'accord. Bien d'accord. Ouais, tu vois, j'ai dans ma tête ces exemples des hommes politiques d'aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'avant, on pouvait dire, bon, ben, on protège, il n'y a que moi qui vais savoir le latin et le grec parce que j'ai bien compris que le savoir, c'est le pouvoir. Mais là, on n'est même plus là. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dépassés. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ça que je trouve un peu inédit. Mais grâce à ton livre, S'armer de rhétorique, le titre, publié chez Honoré le Champion, collection Essai, c'est quand même la preuve que, il y a de l'espoir. C'est la preuve qu'il y a de l'espoir, mais c'est la preuve aussi que oui, il faut développer sa culture générale. Oui, oui, le savoir est une arme, mais attention à ce que le savoir ne se transforme pas en quête absurde d'érudition pour elle-même. Ah, c'est l'autre précipice. Absolument, absolument. Moi, je crois que, enfin, en tout cas, dans le livre, j'essaie de développer cet entre-deux, enfin, cette voie intermédiaire, cette synthèse quelque part, parce que non, l'ignorance ne permet pas d'accéder au pouvoir. Mine de rien, l'ignorance permet de gagner un peu d'argent. On voit quand même qu'il y a des influenceurs qui jouissent justement de leur ignorance pour affirmer des choses qu'ils ignorent, mais à partir du moment où ils ont un ethos, une crédibilité qui les sert compte tenu du nombre d'abonnés qu'ils ont, alors soit, ça reste, ce sont des pragmatiques, tu vois, de ce point de vue-là Mhm. dans la forme la plus médiocre et la plus basse. Mais inversement, ceux qui se noient dans l'érudition bah, nourrissent du ressentiment parce que eux savent un grand nombre de choses, beaucoup de savoir, mais ne savent pas comment s'en servir. Et moi, je crois dans la voie intermédiaire. Euh, Mhm. oui, la culture générale, il faut pour moi ne jamais cesser de la développer, à condition de la mettre à l'épreuve du réel. Et comment tu fais alors pour la mettre à l'épreuve du réel? Bah, mon entreprise a été une façon de le faire. Mhm. Euh, Vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Mhm. Déjà, ça m'a ouvert les yeux sur bon, le monde de l'entreprise auquel je n'appartenais pas en tant que prof. Donc, ça m'a permis d'avoir un contact, d'avoir des échanges, de mieux sentir, à défaut de Mhm. mieux comprendre, puisque n'appartenant pas à proprement parler à une entreprise, n'étant pas salarié, étant voilà, un acteur Mhm. indépendant et évoluant dans différents environnements, ça m'a permis de mieux sentir les choses. Voilà, de la même façon que je ne suis pas militaire, mais je sens ce que veut dire appartenir à un corps aussi Mhm. prestigieux d'ailleurs que celui-ci. Donc, Ouais. je sens les choses et à défaut de les comprendre à David, 100%. tu parlais tout à l'heure du temps long, de la vision et quelque part des croyances qui sont pas.
qui relève pas vraiment de la science ou de la raison, mais plutôt de Dionysios. C'est quoi? Donc ça fait partie de mes petites questions que je t'ai envoyées, mais ça serait quoi pour toi une croyance que tu as et que les autres comprennent pas ou que les autres ignorent ou qui a changé ta vie, enfin une de tes croyances qui rentre dans une de ces cases. J'ai essayé de répondre à ta question lorsque tu m'as envoyé le questionnaire le plus rapidement possible. Voilà. Renoncer à réfléchir parce que la question me déstabilisait. Ouais. Et je me suis dit une croyance, une croyance à laquelle j'adhère Mhm. euh, et que je ne saurais pas démontrer, et je Mhm. défie quiconque de me démontrer le contraire, au commencement était le verbe. Ouais. Et Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans l'enseignement, dans la formation. C'est que je crois dans la vertu au sens antique du terme de la parole. ouais. Et le mystère aussi, le mystère du verbe. Le mystère du verbe. Et il y a une phrase de René Daumal, tu sais, je ne sais pas si tu Oui, connais cet auteur tout du à fait. début du XXe, qui dans un... Ah, peut-être que c'était dans un poème, mais cette phrase, je la trouve très belle. Chaque fois que l'aube paraît, le mystère est là, tout entier. Donc, Je ça, pourrais me la faire c'est en ça, c'est anecdotique. normal. Tu as cité la Bible, donc tu es entre les deux. Exactement, je suis entre les deux. Mais en tout cas, la phrase, puisque c'était la croyance Oui. que tu demandais, c'était vraiment au commencement était le verbe. J'accueille cette phrase comme étant absolument vraie et ne Hmm. souffrant chez moi aucune contradiction. D'accord. Et donc l'enseignement de la rhétorique fait partie des manières pour toi de pratiquer cette croyance Oui, ou de absolument. C'est l'incarner. ma façon de pratiquer mon rituel, de Hmm. parler, de parler et de faire parler. Exactement. Et tu parles beaucoup à la maison? À la maison, oui, quand je suis accompagné, je parle, je m'efforce, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Enfin, je tiens beaucoup à ma solitude et j'aime bien Ouais. me taire aussi. Ok, Mais à la ouais. maison, en compagnie, je parle, seul, je ne marmonne pas dans la rue. Tu sais, comme ces anciens très habités par des idées de génie. Genre, oh, c'est trop. Voilà, par contre, je reste vigilant. Parfois, je me dis, attends, est-ce que je suis pas en train de marmonner parce que ça gamberge? Est-ce que je suis pas en train de passer pour un dingo? Ouais, donc si on te croise à Nice, on ne te verra pas en train de parler tout seul dans ta barbe, en train de dire qu'au commencement était le verbe. A priori, non. Mais ma compagne m'avait, voilà, on était censés se retrouver et elle m'avait entreaperçu vraiment les traits, les traits Ouais. concentrés. Elle dit coucou. Oui, et donc il y a un mot que tu as prononcé que j'adore, et là je vais essayer moi aussi de faire attention à ne pas me lancer dans des délires parce que c'est toi que je veux écouter, mais c'est le mot de vision. Plus le temps passe, plus je vieillis et plus il y a un truc magique avec cette histoire de vision. C'est-à-dire que nous, êtres humains, soient capables de voir des choses, VOIR, en italique, et qu'on puisse les poursuivre, les accomplir, je trouve ça magique. Et donc j'en viens à ma question. Tu te voyais là où tu es quand tu avais tes visions de, je sais pas, d'enfance? Alors, d'enfance, j'irai pas jusque-là. En revanche, lorsque j'ai quitté l'éducation nationale pour Hmm. désirer monter une entreprise, j'avais une vision très claire. Hmm. Alors, je te disais, je voulais ouais, être meilleur moi-même comme orateur, parce Mhm. que en tant que prof, je n'avais pas reçu de formation particulière pour m'adresser à des jeunes. Pour moi, c'est un paradoxe total. Nous devons Hmm. être des orateurs, nous devons savoir nous adresser à un échantillon de jeunes complexes, peut-être même à gérer. On a été ados nous-mêmes, donc on sait qu'une salle de classe, c'est en mouvement. Comment fonder son autorité, comment ne pas céder à la tentation de l'autoritarisme et Ouais, de la sanction la physique, balayette. de la balayette, voilà, parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas, il faut penser autrement. Tout ça, on ne nous l'a pas appris. Euh, donc quand j'ai monté ma boîte, j'avais une vision très claire, c'était de former des profs. Hmm. Hmm. Euh, Chose finalement que je vais faire demain, tu vois, je vais Hmm. former quelques enseignants, tout spécialement à l'art de transmettre la méthodologie au lycée. Et c'est Ouais. déjà un premier pas pour former les professeurs, pour peut-être plus tard les former véritablement à développer leur autorité, plutôt que d'attendre du pouvoir politique qu'ils rétablissent l'autorité à leur place. Et ouais, donc sans parler
de ceux qui nous gouvernent. Et tu crois que les profs, ils ont envie de changer? Non, mais Je, c'est une vraie question, hein, parce que je suis prof, t'es prof, on connaît plein de euh, profs. je ne sais pas si, enfin, un prof, en étant un moi-même, je sais que il est maître en son domaine. En tout cas, il Hmm, tient à. Je pense qu'il croit quand même un minimum en ses compétences. hmm. Euh, il croit dans le bien fondé de ce qu'il de ce qu'il a à transmettre. Je crois qu'il oublie parfois qu'il faut projeter les élèves au-delà de la discipline. En quelque sorte, la discipline n'est qu'un moyen au service d'une fin, c'est-à-dire leur développement, alors personnel, au Hmm. contact des autres, mais que la discipline n'est pas forcément ce qu'ils aiment, en tout cas pour des raisons diverses. Ils n'ont pas forcément des sensibilités pour la Oui, discipline en question, et je pense que le professeur pour capter leur attention, doit aussi les convaincre que cette discipline est un moyen au service de leur propre fin. Soit qu'il l'est déjà, soit qu'il soit sur le point de la concevoir. Mais toutes les disciplines sont égales en quelque sorte, même si je pense qu'il y a des matières qui privilégient davantage la projection et la vision. Je pense à la oui. français, je pense à la philo, entre autres, ou l'histoire, je pense que, ou les sciences d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, je crois qu'un professeur doit moins penser à enseigner la discipline pour elle-même que comme moyen pour l'élève de devenir Hmm. ce qu'il est. Je suis bien d'accord. Un jour, je disais à une collègue, mais tu sais, qui adorait Arthur Rimbaud, tu vois, c'était genre, j'adore Rimbaud, je leur fais étudier les illuminations, etc. Et avec ses élèves, bon, je ne peux pas prendre de métaphores trop fortes, mais tu vois, les plus grands de l'histoire du XXe siècle apparaissaient comme des petits joueurs. Je disais, mais si Rimbaud était dans ta classe, tu le gères comment, le Arthur? Parce qu'il fugue de ses parents, certainement il t'aurait insulté, il t'aurait fait des doigts, il se serait barré de ton cours, il aurait écrit des poèmes quand toi tu es incapable d'en écrire. Toi, tu l'aurais géré comment? Tu l'aurais mis une heure de colle, tu l'aurais viré du lycée? Et c'est drôle parce que elle J'ai dit. adorait Rimbaud et elle l'aurait certainement limogé de sa propre classe en disant lui, il est bon à rien. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que. Et je suis. Moi, j'ai conscience, tu vois, je suis plus professeur en poste. J'ai eu l'occasion de faire un remplacement que j'ai accepté avec bonheur après le Covid. Ça me permettait de sortir un peu et puis de retrouver le réel. Parce que je forme des jeunes depuis 20 ans de façon privilégiée. Là, retrouver le réel. Plus de Mhm. 30 élèves. Mhm. Enfin, c'est vraiment une classe immense. Et là j'ai pris conscience à quel point, quand même, enseigner, c'est difficile. Mhm. Ça s'est bien déroulé pour moi. J'ai réussi à leur transmettre ce que j'avais à transmettre et à gérer à peu près la classe. Ouais. Et je me suis dit, c'est compliqué. C'est tout un art de gérer un effectif de plus de 30 élèves où on a 50 minutes. Ça paraissait quelque chose qui m'avait échappé. En seulement 50 minutes, dont 5 minutes où il faut faire l'appel. Le temps défile et il nous faut nous efforcer de transmettre quelque chose en si peu de temps. C'est vraiment quelque chose de. Enfin, voilà, enseigner est difficile. Donc je conçois aussi que ce soit pas toujours simple d'accorder à chacun le temps qu'il mériterait. Et malgré tout, mes expériences celle-ci, mais bien d'autres que j'ai pu faire, m'ont montré qu'il est vraiment très important de pas euh, voilà, il faut aimer ses élèves. Pour moi, il faut aimer ses élèves, les Ouais. considérer tous égaux devant soi, même s'ils ont l'air stupides, méchants, agressifs. Je pense en chacun sommeille quelque chose. C'est pas toujours simple avec 30 élèves de pouvoir déceler le potentiel de chacun, mais si au commencement était le verbe et si la parole a du sens, il faut se méfier de ne pas casser les élèves et de détruire leur Absolument. potentiel à cause d'un excès de mauvaise humeur. C'est dur, mais c'est nécessaire. Ouais. Et finalement, c'est ce qui se passe aussi dans l'armée. C'est-à-dire que tu peux pas conduire des hommes, diriger des hommes, si tu les as détruits à l'intérieur et si tu leur permets pas, quelque part, de te suivre. Même Oui, il si on faut. a une image un petit peu caricaturale de l'armée, avec tous les mauvais côtés d'une discipline autoritariste et qui ne voit pas plus loin que le bout de ses pieds. Qui apparemment enfin, change dans l'armée française. Voilà, il y a Hmm. il y a un corps comme l'armée de terre qui est vraiment fidèle à des traditions et il y a Hmm. des formes d'autorité qui doivent toujours continuer de s'exercer. Mais on est loin de certaines caricatures qu'on a pu voir dans des films, au point même d'ailleurs que dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, gendarmerie, marine, on parle même lorsque les officiers, enfin les soldats ne sont pas en opération, on parle de management. Hmm. Même le terme de management qui est utilisé.
alors que c'est une forme de commandement, mais qui n'est pas un commandement qui est de la même nature que lorsqu'ils sont en opération. Là, on m'a vraiment précisé qu'on était plus dans une approche managériale. De là à dire qu'il y a de la bienveillance, peut-être pas Ouais. exagéré, mais Et donc, quand ils sont pas en management, ils sont en quoi? en opération. Alors, enfin, oui, D'accord. il y a le mode management et puis il y a le mode commandement qui est Le plus mode vertical. commandement. Ouais, ouais. Donc là, on est en mode commandement et là, on est en mode management. C'est Ouais, bien et parce d'ailleurs, qu'on va utiliser. par analogie, on pourrait dire que le mode management, c'est un mode plus rond, un mode de discussion. On essaie de comprendre aussi les problématiques des soldats quand on est le commandant-manager. Par contre, lorsqu'on est en opération, bah, il n'y a plus de temps véritablement pour cette rondeur. Là, c'est le mode exécution, on pense dans l'action. C'est Ouais. une autre façon de penser. Mais je vais en souvenir pour mes collègues au lycée. Là, je suis en mode management. Là, je suis en mode commandement. Non, mais c'est vrai, en fait, le problème, c'est le temps. Alors, quand tu as un missile qui t'arrive sur la gueule, tu ne peux pas dire. Alors, j'aimerais peut-être vous dire, vous suggérer qu'il faudrait décamper. Voilà, c'est là où la dialectique devient inopérante. Genre, tiens, certes, néanmoins. Donc, boum. Et c'est comme ça qu'on a perdu, hein. C'est comme ça qu'on a perdu. La défaite de 40, c'est de la dialectique, en réalité. C'est un excès de planification, un excès de réflexion, et puis la Blitzkrieg a tout écrasé. Hmm, hmm. Donc, il y a des limites à cette dialectique ou c'est des moments où il faut l'utiliser ou la dialectique te permet de savoir quand tu dois avoir recours à elle. Si la dialectique, c'est la réflexion avant l'action, moi, je suis souvent dans la dialectique. Hmm, Quand je dis souvent, en tout cas, il m'arrive de l'être, parce que je pense même que c'est nécessaire. En revanche, si je le suis dans les moments inopportuns, bah là, je vais rater une opportunité. Tu te souviens, au close combat, tu nous apprenais justement, tu nous donnais cette image, voilà, si dans la rue vous vous faites agresser, vous n'allez pas me dire pouce, quelques échauffements, quelques pompes, et je suis à toi. Là, on était vraiment dans le penser, dans l'action. Enfin, tu sais que toute la réflexion sur la dialectique, la rhétorique, c'est ça, c'est pour moi, enfin, l'origine, c'est une métaphore de ce que tu nous as enseigné, finalement. C'est une métaphore du hmm, combat. hmm, hmm. Merci. Ah, merci, ouais, je me souviens plus de cette petite métaphore. Mais c'est vrai que c'est cool. Tu dis, oh mec, attends, tu voulais mettre un coup de tête? Est-ce que tu peux juste attendre 3 secondes? Le Puis moi, chausse mon casque. Puis maintenant, tu sais, il y a les montres. Alors le mec veut t'éclater la tête, tu dis, attends, excuse-moi, j'ai ma montre, je vais faire un petit footing, je reviens. Une fois que j'ai mis monté mon rythme cardiaque à 120, j'ai fait couler du sang un peu dans mon corps, je serai prêt. Après, la technique, mine de rien, peut déstabiliser l'agresseur, quoi. C'est pas, c'est peut-être une ruse. On sera jamais. Vas-y, t'as peur, vas-y, reviens. Non, non, je reviens. Moi, Non, je non, trouve non, ça je assez chic. suis là. Je pense que ça peut être une bonne technique aussi voilà, de duperie. Là, l'adversaire sait plus quoi faire. Il dit, oh là là, ça doit être un dingue, je m'en vais. Ouais, je suis là, je reviens, je reviens. Tu fais 200 mètres et puis après, tu pars en sprint sur lui. Enfin, moi, j'ai une petite idée comme ça. Non, non, ouais. Donc, ouais. Donc, management, commandement, ça c'est important. On va retenir. Et ça, c'est moi qui vais l'utiliser. Je dirais, ça, c'est David qui m'a appris. Donc, et d'autres limites que tu verrais à la rhétorique. Ou... Ah, alors, la rhétorique. Ouais, parce que Non, mais tu l'enseignes, donc tu sais aussi les mauvais côtés de la rhétorique. Bon, il y en a pas oui, beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, par analogie, on pourrait dire la rhétorique, c'est le close combat, c'est-à-dire tout est permis. Mhm, Après, mhm, c'est là où, quand tu parles de limite, moi, ça m'inspire tout de suite. L'éthique, et là, c'est là où on voit, on parlait tout à l'heure de la Grèce et de Rome, du grec et du latin. Aristote a quand même posé ces grands principes qui ne peuvent pas être déliés les uns les autres. S'intéresser à la rhétorique, c'est devoir s'intéresser à l'éthique. mhm, Et une conscience éthique est la clé pour se servir de la rhétorique dans une finalité vertueuse. mhm. Et c'est drôle Euh, parce que d'un autre côté, bon, que ce soit les grands chefs de guerre, les avocats, les grands avocats et les hommes politiques, on peut pas dire, même si on remonte à Périclès, pas dire vraiment qu'éthiquement, c'était des mecs bien. Tu vois alors, ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment une arme, comme tu dis, s'armer de rhétorique, mais c'est vraiment une arme qui généralement est jamais vraiment utilisée, même, tu vois, si les mecs comme Cicéron passent leur vie à se plaindre en disant, attention, bonus, oui, il faut être un mec bien, parce qu'autrement, on a un fusil mitrailleur dans les mains, la rhétorique. Et finalement, c'est pas de la faute de la rhétorique si les hommes savent pas s'en servir, ou s'en servent mal.
Et donc, Et l'homme est ouais. libre. L'homme est libre et il se sert de ses outils ou de ses armes, soit de façon défensive, soit offensive, soit contre lui-même. Mhm. La Mhm. rhétorique peut aussi une rhétorique de courte vue, une rhétorique pragmatique, euh, une rhétorique en mode éthique de conviction, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Bon, ça nous permet de manière pragmatique d'obtenir un effet final recherché rapide. Par contre, les conséquences seront peut-être terribles. Tu vois, un exemple classique, ce serait Colin Powell. Euh, Mhm. Éthique de conviction, ou peut-être mandaté par le président, genre il faut trouver un moyen de justifier la guerre en Irak. Eh bien, le coup de la fiole, là, on est vraiment dans la rhétorique sans éthique, ou alors une éthique de conviction. Bon, ça a fonctionné, parce que du coup, personne ne pouvait aller contredire les États-Unis, même si le fake semblait quand même assez grossier. Mais bon, il semble que Colin Powell n'ait pas fini président des États-Unis par la suite. Voilà, sa carrière était ruinée. C'était un sacrifice personnel, un sacrifice demandé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que la rhétorique, quand elle devient pure manipulation, lorsqu'elle est déliée de l'éthique, ou tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas eu le choix de faire autrement, Ouais. euh, dû se sacrifier voilà, en mentant. C'est là où la rhétorique devient pur mensonge lorsqu'elle est déliée de l'éthique ou de la conscience. Mhm. Ouais. Finalement, quand la rhétorique est mariée avec l'éthique, même si sur le court terme, ça rapporte rien, sur le long terme, on finit par gagner. Oui, absolument. C'est ce Ouais. qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Et tu vois, dans ce sens, euh, dans le livre, j'en appelle, enfin, je souhaite et je recommande que la rhétorique soit réintégrée à l'école. Mais pour que cela fonctionne, mais que cela ait du sens, il faut renforcer la philosophie. Il faut renforcer la philosophie, c'est donc l'éthique, mais c'est là où il faut vraiment durcir la formation de la nouvelle génération. À rebours de certains pragmatiques, je me souviens d'un livre de l'ancien président du MEDEF qui disait, alors avec un peu de provocation, qui m'avait amusé d'ailleurs, c'était Pierre Gattaz, Mhm. il disait, voilà, il faudrait supprimer la philosophie et remplacer par de l'économie, mais un peu plus libérale, tu vois, un peu plus Mhm. ancrée dans le réel. Moi, ça m'avait amusé. Parce que dans les faits, je trouve que la philosophie n'est pas forcément toujours bien enseignée. Elle peut s'avérer décevante en français, toujours encore par la même chose, c'est qu'on te fait de la dissertation et que le jeune, il se dit, c'est ça la philo, c'est encore faire de la dissertation dialectique où à la fin, on doute de ce qu'on a affirmé. Donc en gros, on Mhm. démontre qu'on ne sait jamais rien et enfin, on démontre finalement que le monde est relatif et instable. Bon, bah, une approche plus pragmatique et plus sécurisante, ça va me plaire, donc de l'économie. Pour ça que la philosophie doit être réenchantée à l'école et qu'il faut s'extraire, peut-être pas sortir définitivement, mais s'extraire de cette pensée étroite dialectique et de la réalimenter de rhétorique, c'est-à-dire de liberté. Absolument. Là, Bien peut-être quelque d'accord. chose pourra fonctionner. Et on pourrait aussi, par la même occasion, donner un petit coup dépoussiérer le programme. Que, je sais pas, c'est essentiellement les Français, les Allemands, parce que nous, Français, on a une telle admiration pour l'Allemagne, qui est bien sûr inavouée, mais que quasiment tous les philosophes qu'on enseigne, c'est des philosophes allemands. Bon, les Anglais, les Anglo-Saxons, les Américains n'existent pas, les Orientaux, le Moyen-Orient non plus, sans parler des Espagnols et des Italiens qui généralement sont beaucoup trop croyants et donc ils ne sont pas des philosophes parce que si tu crois en Dieu, tu ne peux pas être un philosophe puisque la religion est Exactement. le culte du peuple, donc tu es forcément débile. Donc on a enlevé les Espagnols, les Italiens, on a enlevé tout le Moyen-Orient, bien évidemment dans les pays slaves, c'est comme s'ils n'avaient pas de philosophes. Les Scandinaves, ils n'ont pas de philosophes, pas vraiment. Bon, il y a notre ami Peter Sloterdijk, mais bon, Et Kierkegaard, le Danois, je crois. voilà, le Danois Kierkegaard, mais bon, c'est vraiment limité. Donc Et c'est cette admiration. Et je pense que ça serait tellement, enfin, je sais pas, s'ouvrir à la philosophie du Japon. alors, en théorie, c'est le cas. Depuis Oui, la c'est. réforme bancaire, je me souviens que ça m'avait interpellé. Euh, on pouvait désormais, enfin le professeur pouvait enseigner la philosophie non européenne, Mhm. donc les philosophies orientales, enfin notamment, ou arabes, et les philosophes contemporains, c'est-à-dire il n'y avait plus besoin d'être mort pour être cité comme philosophe dans une disserte. D'accord. Mais Si ouais, je m'étais fait enfin, dans la dans les formation, faits, dans les faits, ça s'est pas traduit concrètement, quoi. oui, puis tant que dans la formation des enseignants, il y aura autant de pression pour choisir, enfin, entre la France et l'Allemagne, en gros, et le mirage grec, que là Mhm. aussi, tu sais, je réfléchissais, mais je me disais en fait, si.
si les enseignants savaient à quel point les latins et les grecs étaient croyants, ça les, ça leur minerait le moral, tu vois. Ils se diraient, bah. Parce qu'en fait, l'autre jour, je ne sais pas si tu connais Pierre Vesperini, là, qui a écrit sur Marc Aurèle, enfin, j'arrête pas de le citer, super intéressant. Et vraiment, la leçon, enfin, une des grandes leçons de Vesperini, c'est qu'en gros, tous les philosophes de l'Antiquité sont assez croyants, pour pas dire très croyants. Bon, est-ce que les Grecs ont cru à leur mythe? C'est la question que posait Paul Veyne ou Vernon, je ne sais plus, ça m'échappe. J'ai 44 ans, donc il y a des trucs qui Mhm. zappent. Mais c'est ça, donc on repose sur les oui, mais en fait, les Grecs intelligents, eux, ils n'y croyaient pas. Socrate a été condamné pour impiété, mais bon, il n'y a jamais eu un philosophe qui dit autant enfin, rapporté par Platon, qui croit dans son daimon, tu sais, dans son petit démon. Il y a une espèce de petit dieu en lui qui est là tout le temps. Alors, le mec, il est complètement, soit il est complètement high avec du hashish, mais bon, il y a un problème. C'est-à-dire, soit il est croyant, soit il n'est pas croyant. Et donc, si tu veux, je pense que tu vois, ce filtre qui a été fait sur tous les philosophes qui pouvaient avoir une pensée religieuse et croire dans quelque chose qui dépasse Mhm. le pur matérialisme, ont tellement mauvaise presse. Donc, ça fait une sélection. Si tu étudies la philosophie japonaise ou taoïste, etc., la présence de la divinité est très forte. Donc, comment tu fais le lien? Comment tu fais la jonction? Et ben, tu neutralises tout, comme ils l'ont fait avec les Grecs. Effectivement, Ouais. on transforme le croyant Socrate en finalement en un philosophe relativiste qui, qui, Ouais, qui- matérialiste. ouais, voilà, bassement matérialiste. Mais c'est ouais, c'est vraiment s'acharner à ne pas vouloir comprendre, quoi. On pourrait Hmm. même parler de réécriture de l'histoire, et là, en l'occurrence, de la pensée, parce que c'est vrai que j'aborde le daimon aussi à la fin de mon livre, en voulant même, tu le reverras, mais Oui. le voir renaître. Parce que pour moi, le Absolument. daimon, c'est justement une modalité de la rhétorique, ou plutôt une modalité de la liberté. Euh, une modalité de la liberté de conscience, peut-être même une liberté spirituelle, mais même si le daimon est un mot grec et qui paraît donc un peu désuet dans la France du Hmm. 21e siècle, moi je crois qu'il peut tout à fait retrouver sa place. Et je trouve même le mot assez stimulant, assez excitant à l'oreille, le Bah, bien daimon, sûr. Ouais, ouais, le le petit petit démon démon, qu'on a en nous, la petite divinité. voilà, Et c'est clair. c'est une question absurde, mais tu crois dans la liberté? Oui. Oh, fondamentalement, oui. Je crois que l'homme est libre. Je ne crois pas que l'homme soit exclusivement une construction sociale Ouais, pour avoir cette rupture. Je pense que ouais. l'homme est libre, il faut l'accompagner à maîtriser cette liberté. Et Parce qu'après, autre question on absurde. entrerait, tu vois, encore dans la distinction liberté totale, infinie, pas finie. Bon, la liberté, ça s'apprend, mais il faut l'apprendre. Ouais, ouais. Ouais, je change complètement de sujet. Est-ce que tu as des petits exercices à recommander aux gens? Tu sais, genre Démosthène, tu mets des cailloux dans la bouche, tu vas près d'un précipice ou au bord de la mer et tu essayes de prononcer un discours. Au nom du principe de précaution, hein, tu sais, c'est constitutionnel. Je ne donnerai pas ce genre de conseil parce qu'après, on va me dire oui, mais mon fils, il a Ouais. avalé ce caillou, il a fini à l'hôpital au Pidou. Bon. Euh, un, un- un conseil fondamental que je donne quand même, Hmm, qui va paraître finalement assez décevant. hmm, hmm. Mon conseil, c'est la lecture. Ouais. La lecture à voix haute. La lecture. Ouais, d'accord. La lecture pour régénérer sa parole et donc sa pensée. Être au contact de littérature au sens le plus divers possible, c'est pour moi la façon de régénérer sa propre langue, donc de régénérer sa pensée et après de la mettre à l'épreuve dans le monde réel. Dans le monde réel. Mais pour tu vois, les techniques de Démosthène, mettre les cailloux dans la bouche, la dague ou l'épée courte sous l'épaule, parce qu'il avait un tic un petit peu à la Sarkozy, apparemment. Euh, bon, voilà, là encore une fois, je trouve ça chouette, mais on va avoir des problèmes, quoi. Ah, Ouais, non, non, ouais. j'ai chopé le tétanos. On peut plus, ouais, exactement. On peut Tétanos, faire des choses comme ça. étouffement, c'est. Je crois dans les vertus de la lecture. Euh, voilà, ma réponse est décevante de ce point de vue-là, parce que Non, j'ai non, pas mais d'exemple. c'est pas décent. Parce que. Mais donc, l'autre question qui vient, c'est que t'as un secret pour faire lire les êtres humains aujourd'hui?
Alors, je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais Mm. si je devais concevoir un programme, Ouais, je commencerais déjà par choisir des formats courts. ouais. Ça, c'est vraiment la première des choses. Pour l'initiation à la lecture, je choisis un format court. J'essaie de choisir aussi, si c'était une œuvre de littérature, j'essaierais de choisir une œuvre qui a des répercussions très immédiates avec l'actualité d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Même Mm, un mm, livre voilà, de l'époque du 19e siècle, du 18e, que sais-je, mais qui puisse avoir une résonance, mm, que l'élève puisse se reconnaître dans cette littérature, se projeter par analogie. mm. Euh, mais après, au-delà de la littérature, oui, moi j'aime bien conseiller quelques livres que je présente comme des livres un peu d'initiés. Ouais, comme. Eh bien, alors, euh, le livre auquel je pense, c'est le livre et je le recommande à À, tes internautes, à ceux qui te suivent sur à tout le Ophallis, monde. à tout le monde, le livre de Jules Mazarin, Bréviaire des politiciens. D'accord. Ça, c'est un livre de Mais développement personnel. Jules, c'est bien l'amant de d'Anne d'Autriche. C'est bien ce Jules-là dont je parle. Et c'est C'est vraiment un bien livre. notre Jules. C'est notre Jules, notre Jules. C'est écrit en français, pas en italien, mais Vraie vie Ouais, des politiciens, c'est un livre de conseils, on pourrait dire un tutoriel, un livre de coaching. C'est vraiment un livre, les livres d'un paranoïaque ouais, qui avait peur, bien évidemment, d'être tué et ouais, empoisonné à tout instant, et qui ouais. doit se maintenir dans un jeu de pouvoir permanent. Donc, il doit développer une paranoïa non psychiatrique, tu vois, mais une paranoïa quand même, au sens Mm. étymologique du terme, Ouais, l'esprit contre soi. Je ne sais pas comment tu traduirais paranoïa au sens ouais, propre du terme. Et c'est écrit à la deuxième personne du singulier. Si tu es dans telle situation, fais ceci. Mais c'est le génie français, en fait, ce livre. On a vraiment le génie classique français de l'intelligence de situation. Euh, c'est un livre très cruel, très drôle à certains égards, tellement son niveau de vigilance est élevé. Mais tu ressors avec quand même avec une lucidité du monde dans lequel on évolue. Même si nous, on n'est pas dans les milieux de pouvoir à proprement Mm. parler, on ne nous menace pas de nous empoisonner, a priori. Euh, le livre nous donne quand même quelques clés pour évoluer dans un monde complexe. C'est pour ça que c'est Mm. un livre que je recommande et que je fais lire à certains que je considère comme prêts à lire ce genre de choses. Parce qu'il faut quand même Et, un peu de discernement lorsque tu lis un livre comme ça. et le colonel de l'armée française, quand il lit Mazarin, il en pense quoi, à ton avis? Alors, le commandant, le colonel, j'ai fait lire ce livre à certains. Je leur ai dit, découvrez. Comme ces Ouais. officiers, tu poses une très bonne question, comme ces officiers ont vocation pour certains à travailler dans les cabinets ministériels, donc au contact des politiques, Ah ouais, là, euh, il faut qu'il soit rodé. Alors là, les c'est gars, bien qu'ils connaissent un peu la mentalité civile, tu vois. tu peux pas Euh, dire ce que tu penses. et là, il découvre que le civil, parce que vraiment, Mazarin est le civil par excellence, Mm. ment, manipule, enfin voilà, il découvre le monde réel. Et d'ailleurs, c'était ce que l'amiral Finas, qui dirigeait l'école de guerre, disait, il faut que vous voyez le monde tel qu'il est et non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Grande antienne, grande phrase classique, mais qui était très importante pour des officiers qui ont Ouais. vécu, tu vois, pendant 15-20 ans entre eux et qui maintenant vont, s'ils occupent des fonctions un peu plus civilo, enfin, militaro-civiles, ont besoin de savoir enfin, quelles sont les limites ou l'absence de limites d'un civil dans sa parole. Alors que les Mm. militaires sont très attachés à l'exactitude, à la sincérité. Alors ça n'en fait pas des petits agneaux pour autant, mais tu vois, Ouais, loyauté. ils sont pas forcément prêts à être au contact de gens déloyaux. Ouais, Et ouais. donc ce livre-là est pour moi la meilleure façon de les préparer au monde réel. Donc, format court et des textes qui Ouais, permettent de s'identifier ou de trouver un prolongement dans sa vie à soi. ouais. Et puis peut-être aussi un Et livre. aux jeunes filles, alors, parce que ça, on pourrait dire c'est un peu un texte de mec, même si je sais que je ne devrais pas dire ça, je suis désolé. Mais bon, c'est quand même, je sais pas, Je me suis les, toujours les- posé la question, j'ai pas vraiment de réponse, mais j'avais sondé les reins et les cœurs des filles pour savoir, ouais. tiens, enfin, là on a, tu vois, depuis une dizaine d'années, on a des films avec de plus en plus d'héroïnes. Euh, Ouais, c'est vrai. voilà, l'héroïsme devient un peu plus féminin. On a des passages Mm. centraux. Hein, ça m'a interpellé dans des séries, des films que j'ai pu voir. Je me dis, purée, il y a plus de héros virils. Ou en Mm. tout cas, c'est beaucoup moins présent. Il y a des filles qui maintenant ont cette vertu romaine. Mm.
Et j'ai eu le sentiment, enfin dans les réponses que j'ai pu obtenir des filles, qu'en fait, c'est comme si elles voyaient par analogie, enfin métaphoriquement, le héros, elles pouvaient s'y identifier en allant au-delà de la sexualité, quoi. Au-delà du sexe, elles voyaient une force, une volonté. Donc elles voyaient, je sais pas, dans un film comme Fight Club, elles voient peut-être qu'une fille ne voit pas forcément Brad Pitt pour lui-même, mais, alors je te parle pas de toutes les filles, hein, et puis peut-être que je m'aventure vraiment dans un truc complètement, complètement Non, mais, faux, mais elle le voyait sous forme de symbole, si tu veux. mais mon fils vient de me dire qu'il avait rencontré une fille qui adorait Fight Club, donc il y a de l'espoir. Mais oui, il y en a, il en reste. Mais Et ouais, d'ailleurs, donc on peut donner Mazarin à lire aux filles et aux garçons, ça leur plaira. alors ça oui. Parce qu'on est vraiment sur un... Mince, Olivier, je t'ai perdu. Tu me reçois là? Ça y est, Ah, ça y est. Ouais, parfait. Je couperai après, hein. très bien. Ouais, donc, Euh, on peut donner à lire Mazarin aux filles et aux garçons, ça change rien. ouais, non, ça pour le coup, c'est un livre, allez, au sens propre, transgenre. Non, mais c'est bien, ben, il en faut dans la petite bibliothèque des enseignants que nous sommes. Euh, Parfait. Après, en littérature, paradoxalement, je peux être sec, tu vois. Tiens, Hmm. que conseiller comme lecture il y a des choses très bien qui sont proposées d'ailleurs au programme de Dans les français. auteurs contemporains, tu conseillerais quoi? Moi, je suis désolé, hein, c'est un peu des pièges, mais faut C'est bien des qu'il y ait pièges. Et quelqu'un puis qui valide. en plus, j'aimerais bien donner une réponse intelligente. Je pense que Welbeck, ça vaut quand même le coup. Ouais. Hmm. Parce que c'est un auteur dont le nom n'échappe à personne. Mhm. Parce qu'on l'aime ou pas, ça permet quand même d'avoir une grille de lecture du monde contemporain avec un prisme très pessimiste. Euh, ça peut être l'objet de... Enfin, si je devais, par exemple, enseigner un livre de Welbeck et en faire des commentaires, enfin, faire des commentaires Ouais. composés de certains extraits, c'est pour moi la meilleure occasion d'ouvrir des discussions philosophiques, sociétales, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas au sens politique politicienne gauche-droite, que sais-je, mais Hmm. d'ouvrir la discussion. D'ailleurs, pour moi, la littérature, et c'est probablement la façon dont tu procèdes, la Hmm. littérature, quand on enseigne la littérature, c'est la porte grande ouverte vers la philosophie. Et je trouve d'ailleurs que les professeurs n'ouvrent pas suffisamment cette porte Ouais, exactement. profit, au profit des courants culturels, genre, mais on s'en fout du romantisme, du classique. Enfin, c'est Oui, intéressant, bien évidemment, d'avoir des connaissances de ces mouvements, mais c'est pas ça qui, moi, jeune adolescent, me parle. C'est plutôt que je puisse bien comprendre par sûr. correspondance, que je puisse mieux comprendre le monde, l'homme, l'autre, la société. Donc, je trouve que les professeurs vont pas assez sur ce terrain philosophique que la littérature permet. Écoute, on dirait que tu parles par ma bouche ou que je parle par ta bouche parce que plus je vieillis aussi et plus je pense que la littérature est une des voies plus accessibles de la philosophie. Que derrière chacune des phrases, par exemple, tu prends Balzac, bon, il a écrit des études philosophiques qui sont des romans, dont La peau de chagrin et le reste, mais tu prends Balzac et tu peux parler de tout. Tu peux parler du Exactement. matérialisme, de l'argent, du désir, de la conscience. Et Enfin, avec la littérature, on peut parler de toutes la les questions littérature philosophiques. ouvre à tout. Mhm. Euh, et vraiment, quand j'ai des jeunes qui me rapportent un peu enfin, quelle est la façon dont ils abordent certaines œuvres, ouais, je trouve ça navrant. C'est là où le professeur, comme je te disais tout à l'heure, ne voit pas forcément au-delà de sa discipline. Il ne se met pas à la place de ses étudiants, Mhm. de ses élèves. Euh, S'il se mettait à sa place, il mettrait de côté sa petite science. Tout est sur Internet. Il y a des Exactement. définitions du romantisme, du classicisme, des super biographies sur Internet. On est concurrencé depuis 15 ans. C'est aussi pour ça que j'ai quitté l'Éducnat, c'est que on est concurrencé, il faut penser autrement. Enfin, moi, je voulais penser autrement mon champ d'action, qui pouvait plus être la transmission directe. J'adore. Ouais. Internet me remplace, alors il faut que je me positionne différemment. D'où mon positionnement, méthodologie, et ma position plus centrale dans la classe au lieu d'être en position haute lorsque je forme des jeunes lycéens. Mais la Mhm. littérature, ça ouvre à tout et il faut non pas clore la dimension culturelle, culture générale et savoir les définitions des grands mouvements, mais il faut reléguer ça au second plan. C'est pas ça qui capte l'attention des élèves. C'est la philosophie qui est cachée derrière. Absolument. Et la littérature est en ce sens rhétorique par excellence, c'est-à-dire qu'elle est l'art de faire penser par des voies détournées, quoi. C'est de l'influence, la littérature. Donc c'est puissant. Absolument. Absolument. Bon, avant de se quitter, et on se retrouvera bientôt, hein, mais J'espère bien. une question.
Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner le matin? J'en ai deux, hein. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner le matin? C'est- Eh bien, ça va être très simple là-dessus. Les habitudes sportives, flocons d'avoine et puis des fruits secs et du lait. Enfin voilà, voilà ce que je mange. Pas de frosties, même s'il y a un esprit frosties, un esprit Ouais. Tony de, Ouais, ouais, avec de- le tigre absolument. attends Voilà. toi. Donc Ouais, ouais. c'est Tony, mais sans la marque Tony, si tu veux. D'accord. Et un petit gadget moins de 100 euros que tu te serais acheté et qui a véritablement changé ta vie. Bon, pour moi, c'est mon rasoir électrique qui a véritablement changé ma vie. 99 $. Mais tu vois, ce genre de truc. Parce Ah, on passe tu notre l'avais vie pas à... mis, ça, tu l'avais pas mis dans tes questions, ça. Un petit gadget qui t'a changé ta vie. Bon, c'est vrai, je crois que je l'ai pas fait. Un petit gadget à moins de 100 euros qui a changé ta vie. Allez, Ouais, ça va nous c'est pas le permettre genre, tu vois, tu t'es acheté ta Rolex et puis ça a changé ta vie parce que tu arrives, tu es là et puis tu fais ta muscu avec ta montre. Non, ce Euh, qui a changé ma vie, c'est après le Covid, donc là, ça nous ramène vers le sport, c'est que je me suis acheté les fameux élastiques. Les élastiques pour faire sa gym de manière totalement indépendante et je les emmène partout où je vais. non, mais je vois même pas de quoi tu parles. Enfin, si, je vois, Ah! mais qu'est-ce que tu fais avec? Oh, bah, des exercices divers, dont des exercices un peu type boxe, tu sais, de répétition de coups de poing avec les différentes intensités, parce que j'ai bien évidemment acheté le pack complet. Tu as le petit élastique vraiment tout petit et puis l'élastique mouse. Et donc j'ai toujours mon pack de 6 avec moi dans tous mes déplacements pour pouvoir m'entraîner à droite à gauche. Ah, c'est génial. Donc, ouais, c'est aussi bien, tu l'utilises aussi bien pour des genres trucs comme les squats ou faire des pas que pour les bras, genre des curls ou des Exactement. trucs de Donc, presse, des coups de je fais poing. peu d'exercices muscu, je fais plutôt des exercices pour plus pour la puissance que pour la musculation réellement, tu vois. Donc je fais Et peu David, de... alors, donc, pour ces six élastiques extraordinaires, combien as-tu payé? Écoute, si j'ai bonne mémoire, le pack complet, hein. Et attention, accroche-toi bien, hein. On est sur quelque chose de l'ordre de 50 euros. 50 €. Est-ce que 50 tu euros pour un truc as dont je évité n'avais pas besoin. Decathlon? Tu as Ouais, évité ouais. Decathlon? Ah Ah ouais, bah bravo. Decathlon, bien évidemment. Je n'achète rien par Internet ou presque. Mais voilà, j'ai payé 50 euros un truc finalement, dont je n'avais pas fondamentalement besoin, puisqu'on fait du poids de corps et que ça suffit Ouais. plein. Mais c'est vrai que c'est un petit exhausteur de goût que j'aime bien. Ça Ouais, divertit, ça met des couleurs dans les parcs où je ouais, mais m'entraîne. bien sûr, puis tu te dis, mais attends, il fait quoi le mec avec ses élastiques? Ah ouais, ah ouais, ah Ah c'est ouais, pas mal, ouais, quand puis tu vois, même. après, sur ces espaces, moi je m'entraîne beaucoup dans les espaces, tu sais, de street workout, ce genre de choses. Donc tu rencontres toujours un collègue qui a un élastique ou qui n'en a pas. Donc on Ouais, s'échange les tuyaux. ouais, tu lui prêtes ton élastique. Exactement. C'est pas- Toi, t'as le jaune, ouais, j'ai le vert. On fait un petit troc. Oh, Donc ça crée de non, mais- l'amitié. Enfin, c'est formidable. ouais, non, mais c'est génial, bah, c'est génial. Non, mais ouais, ouais, je pense que c'est un truc que les fabricants des élastiques pensaient peut-être pas découvrir, mais que finalement, ils ont généré de l'humain avec leurs élastiques, comme ça. Mais c'est ça, Ouais, c'est ça. ouais, Ils ont c'est généré de magnifique. l'humain. C'est merveilleux. Parce que s'ils nous écoutent, ils vont très vite prendre contact avec nous, sentant tout le potentiel sectaire ou Exactement. communautaire qu'il y a derrière leurs élastiques récupérés à Exactement. partir du vieux pneu. Attends, mais David, j'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas des petites phrases en latin ou des petites phrases philosophiques sur l'élastique? Tu crois que c'est jouable? Ah bah, en plus, donc l'utile, enfin, utile dulci, Oui. en plus de transmettre ces bonnes valeurs gréco-romaines, on fait du muscle. Réconcilier le muscle et la pensée, bah, je crois que ça Ah, s'incline joli. élastique. Joli, tu me l'as casé. Écoute, il faut faire vivre les aphorismes de légende. Ouais, parce qu'au lieu qu'il y ait écrit Décathlon, il y a ta petite phrase. Tu vois? Ok, bon, génial. Bon, ben on y va. En tout cas, merci infiniment. Je Merci à vais, toi, Olivier. là, tu vois, on est à Madrid et je le dis même pour nos internautes, hein. Là, je suis à Madrid et j'ai des choses sérieuses à faire. Ben, je comprends. Voilà. Et c'est pas mon cas. Bon, ben écoute, on se, on se retrouve bientôt et j'espère on pourra se donner un rendez-vous mensuel où on parlera comme ça librement des Avec élastiques. plaisir, Olivier.